Merci, bonjour à tous. Déjà pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, ce que disait Pedro, c'est qu'effectivement le numérique, nous vivons avec le numérique tous, et le numérique nous transforme. Et nous vivons tellement bien avec le numérique que ce que nous faisons tous, en tout cas dans les pays développés, génère une croissance de la demande. Donc nous, on parle de demande en termes de data, qui se multiplie, c'est 40 à 50% par an de croissance de cette demande en data. Donc c'est énorme comme croissance. Si on fait rien, c'est l'impact écologique est énorme. Alors, pour Orange, Orange s'est engagé à la COP21 à réduire de 50% l'impact CO2 par client usage entre 2016 et 2020. Alors, quand je parle de client usage, si vous avez un smartphone 4G, par exemple, vous avez probablement deux usages au quotidien, la voix et la data. Et cet objectif de réduction de 50% est déjà atteint. Donc en 2017, Orange a atteint l'objectif sur lequel il s'était engagé à la COP21. Pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, les chercheurs travaillent sur l'impact énergétique et la réduction de la consommation énergétique. Et ce qui consomme le plus pour un groupe comme Orange, à l'échelle du groupe, c'est la connectivité que nous apportons à nos clients. Bien sûr, les data centers, Google a beaucoup plus de problèmes que nous sur les data centers, mais le numéro 1, c'est la connectivité que nous apportons à nos clients. Et sur notre consommation énergétique globale, donc, qui comprend aussi comment on fonctionne, etc., cette connectivité que nous apportons à nos clients représente 80%. Donc c'est là-dessus que les chercheurs ont travaillé et c'est ce qui nous a permis d'atteindre cet objectif. Ça, c'est une chose. Et notre engagement sur l'économie circulaire, j'ai juste envie de dire que c'est là, pour le coup, du business as usual, c'est-à-dire que c'est de notre responsabilité et on y travaille tous, on cherche à l'amplifier et je ne vais pas lister ici toutes les actions que l'on mène. Ce n'est pas l'objet de la présentation. La deuxième partie, et c'est là que nous agissons en tant qu'équipe de design, c'est sur l'innovation que l'on apporte. Et évidemment, chez Orange, nous croyons, nous avons la conviction, et nous y travaillons tous les jours, pour faire en sorte que cette technologie que nous apportons, effectivement dans différentes zones, puisqu'on est en Afrique, en Europe, dont bien sûr la France, mais nous sommes convaincus que la technologie que nous apportons dans les pays apporte un progrès. Et donc, évidemment, dans ce que nous faisons pour l'Afrique, le numérique est une solution, y compris aux problèmes énergétiques et aux enjeux sociétaux. Et donc, nous y travaillons comme ça. Encore une fois, nous avons pour objectif que la connectivité que nous apportons en Afrique repose à 100% sur une énergie recyclable à échéance 2030. Donc on retravaille toujours sur ce premier volet que je viens de vous expliquer, mais le deuxième volet qui est de dire l'innovation que nous apportons doit apporter un progrès, c'est notre conviction et nous y travaillons tous les jours. Donc dans l'équipe de design que je dirige, d'abord une petite parenthèse, elle a une particularité, c'est qu'elle est constituée de designers, qui sont d'ailleurs issus de plusieurs disciplines du design, du web, du produit, et donc on bénéficie d'une palette de disciplines du design. Et ces designers sont toujours associés à des experts en sciences humaines, ergonomes, sociologues, ethnologues, de façon à avoir une approche très précise, en tout cas de l'impact que la technologie va avoir sur l'individu, sur la société et sur l'environnement. Donc nous sommes dans les projets
On n'est pas, entre guillemets, hors sol, avec une pensée et une analyse sur les enjeux sociétaux, mais nous faisons en sorte d'être dans les projets et de travailler avec les ingénieurs, avec les chefs de produits. J'y reviendrai parce que là, il y a une certaine ligne de tension. Et si j'interviens dans cette table ronde, c'est pour témoigner sur quelques-unes de ces lignes de tension. Dans cet objectif d'amener de l'innovation et d'amener du progrès, il y a d'ailleurs, en même temps que nous parlons, Daniel, un grand salon à Lyon, qui est le salon de l'Internet des objets, et qui a rajouté d'ailleurs à son contenu évidemment l'intelligence artificielle, évidemment la question des robots. Et tout ça fait un monde dont on ne connaît pas encore l'impact énergétique. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit avant, c'est basé sur une capacité à mesurer évidemment cet impact énergétique. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement les indicateurs de ce que tous ces objets connectés demain et de ce que cette intelligence artificielle et ces données massives vont consommer. Je n'ai aucun doute sur notre capacité à le faire, à le mesurer. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de travailler sur l'impact global, c'est-à-dire entre le progrès qu'on a apporté et la consommation énergétique que ça demande, ça fait quoi comme équation ? Et ça, on n'a pas encore tous les indicateurs. Et je me dis, et là c'est une des lignes de tension à laquelle je suis confrontée, enfin en tout cas aussi mes équipes, c'est toujours cette échelle de temps. C'est-à-dire que si on a mis, j'espère qu'on n'aura pas la même échelle de temps pour mesurer ça, puisque nous devons quand même réagir. Mais j'ai toute confiance dans les équipes de chercheurs d'Orange. Mais il faut quand même se figurer que nous n'avons pas toute l'analyse possible sur ce que va consommer, et encore une fois, le rapport entre la consommation énergétique et le bénéfice. Mais pour nous, c'est quand même un champ de travail extrêmement important. Et puis, il y a une troisième voie qui est de réfléchir à la façon dont on peut travailler sur la demande. Et là, on a des controverses que l'on voit monter de façon importante. Cette troisième voie est beaucoup plus récente dans le groupe pour se dire comment on fait en sorte que cette croissance exponentielle de l'utilisation de la donnée, est-ce qu'on peut envisager non seulement de la faire décroître, mais en tout cas, parce qu'on n'est pas pour la décroissance en tant que telle, mais comment on peut l'orienter, et je reprenais un mot qu'il dit tout à l'heure, comment on peut l'orienter vers des usages qui seraient jugés à moindre impact sur l'énergie. Je vais vous prendre un exemple. On parle souvent du mail, mais en fait, ce n'est pas l'envoi de mail qui consomme le plus d'énergie, sauf si vous y mettez beaucoup de pièces jointes. Mais aujourd'hui, c'est la consommation de vidéos. Donc la question qu'on peut se poser, c'est entre la valeur que va avoir l'envoi d'un mail, une valeur qui peut être émotionnelle si vous annoncez quelque chose à un proche, ou la valeur d'efficacité de travail, parce que finalement vous avez l'habitude de travailler avec le mail. Donc entre une diminution de ce nombre de mails que vous envoyez par jour et le nombre incroyable de vidéos de chats, et j'adore les chats, mais le nombre incroyable de vidéos de chats qui sont consommées dans le monde entier, on va dire, en théorie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Est-ce que ça, c'est bien utile ? Et donc, de travailler sur cette question de la demande, c'est de se poser des questions sur l'utilité. Évidemment, n'importe quel designer questionne toujours sur OK, à quoi ça sert ton truc ? Toi, tu es chef de produit, tu veux faire ça pour arriver sur le marché très vite, mais en fait, à quoi ça sert ton truc ? C'est quoi le bénéfice utilisateur ? Évidemment que ça, un designer, naturellement, il se la pose. Mais là, si on veut traiter la question de la demande à plus grande échelle, ça pose quand même des questions de comment on va mesurer la valeur, vers quoi on va orienter ces usages de façon explicite ou de façon implicite, puisque
aujourd'hui, nous, designers dans le numérique, on a aussi contribué très largement à faire progresser les usages. Donc si aujourd'hui tout le monde clique facilement sur les vidéos et clique et utilise des applications au quotidien, c'est parce que évidemment nous avons été dans ce mouvement d'augmenter les usages. Et donc, de travailler sur la demande, ça crée des controverses en interne, bien sûr, au groupe. Et là, on voit s'affronter des visions très différentes. Certains vont dire non, on ne touche pas à ça. Nous, on est là pour répondre technologiquement et apporter la performance technologique pour répondre à toutes les demandes. Évidemment, quand on est en face de la concurrence des GAFA, vous pouvez imaginer la pression qui est portée sur les équipes pour répondre au plus vite et être sur le marché en face des GAFA. Et personne dans le groupe n'oserait contredire ça. Ils sont là, il faut vraiment les regarder en face. Et la question de l'Europe face à ces GAFA est vraiment posée. Mais donc, la question de l'utilité, on va poser aussi la question de la performance. Jusqu'à maintenant, on a élaboré la technologie pour que ce soit à un niveau de performance très haut tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aujourd'hui de travailler sur quelque chose de beaucoup plus fin où finalement la performance et la puissance technologique s'adapte à l'usage réel, à ce qui est réellement utile d'apporter en termes de connectivité. Donc ce champ-là pose des questions où l'éthique va être... la question de l'éthique et de la vision et du rapport au monde, finalement, va se poser. Et ce que je vois, c'est que là, on n'est plus tout à fait dans un objectif qui est simple, c'est-à-dire acquérir du marché ou développer un marché, mais on est sur des questions qui sont d'ordre éthique, presque d'ordre moral, comment on va juger que ça c'est utile ou pas. Et là, au sein d'un grand groupe, on a justement une ligne de tension qui est entre des visions qui vont forcément s'affronter, des visions de l'innovation et une ligne de tension sur la temporalité entre ce que font les chercheurs et ce que nous devons mettre sur le marché pour perdurer avec ce questionnement sur l'impact sur l'environnement. Et quand vous voyez les impacts de l'intelligence artificielle et de la data, du point de vue, et je réponds à ta question, du point de vue des designers et des experts en sciences humaines, nous sommes effectivement en tension très très forte. Et je finirai par un point. Je crois qu'aujourd'hui, nous, designers et experts en sciences humaines, nous avons aujourd'hui soit répondu à un impératif ou à une injonction du marketing, soit travailler en alerting, en analyse d'impact. Je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on reprenne le tempo propre du design, c'est-à-dire de remettre en avant cette créativité, d'oser proposer des chemins de traverse et de reprendre notre propre tempo. Merci. C'est un peu en rebond, on pensait à deux choses. D'abord, un travail qui avait été mené au tout début de ce programme Transition au carré avec des directeurs de systèmes d'information, des directeurs informatiques. Ce n'est pas exactement ton réseau, mais il y avait notamment des gens de chez Orange, ce n'est pas de ceux-là que je vais parler, qui nous disaient on a fait un énorme travail sur l'empreinte écologique de notre système informatique. On imprime moins, on renouvelle moins vite les ordinateurs. On a fait plein de choses, on a réussi des choses. Et puis sont arrivés justement l'Internet des objets, et à l'époque c'était le Big Data. Et là d'un coup, tous les trucs frugaux qu'on avait fait, on avait bien calculé, etc., on nous dit non, maintenant tu captes tout, tu mets des trucs partout, tu prends toutes les données, et puis tu fais des traitements sans savoir ce que ça va donner, surtout parce que le but c'est justement de faire sortir des trucs qu'on n'avait pas prévus, t'effaces jamais rien. Et il disait, là,
je ne sais plus faire sur justement une intentionnalité vis-à-vis de l'empreinte écologique ou du calcul écologique. Tout le boulot, quelque part, et il y avait vraiment un sentiment de désarroi en plus de ces acteurs qui disaient tout le boulot qu'on a fait est balayé non pas seulement par une arrivée de nouvelles techniques, mais par le fait que du coup, l'intention ou cette recherche de frugalité apparaît comme complètement illégitime et absolument ringarde, nous disait-il. Et la deuxième chose qui peut vous intéresser si vous allez chercher, c'est une conférence de 4 chercheurs lors de la grande conférence sur les interfaces homme-machine, CHI, CAI, en 2013. 4 chercheurs, c'était à Paris, 4 chercheurs arrivent et disent, en fait, on apparaît comme des chercheurs parce qu'on sait faire, mais on est des robots du futur, venus de 2063 pour vous remercier, vous, chercheurs, d'avoir préparé le monde à son asservissement par nous, les robots du futur. Et tout l'article est une rétrospective du travail des designers, alors d'interface, pour rendre les machines plus indispensables, plus présentes, plus sensibles, pour transférer du travail. Il y a une phrase savoureuse qui dit « Vous avez travaillé sans relâche pour transférer du travail vers les humains en nous permettant, nous, de nous consacrer à des tâches plus enrichissantes », qui est évidemment un retournement de la manière dont on décrit souvent l'automatisation. Et j'invite vraiment des gens qui se posent la question de leur responsabilité en tant que designer à lire ce papier. D'abord, il est très drôle, il est très très malin, parce qu'il tient la ficelle de cette intervention de robots du futur, disant de toute façon, si je viens de vous le dire en 2013, c'est parce que de toute façon c'est foutu, donc je peux vous informer du fait que vous avez joué à ça, parce que même si vous essayiez encore de retourner les choses, ce serait trop tard. Alors, je pense que cette conférence part de l'hypothèse que non, mais voilà.